nous sommes une association agréée pour la défense des consommateurs. Nous avons 60 ans, un peu plus de 60 ans d'existence et nous comptons 30 000 adhérents à travers la France. Donc, ce que je vais vous présenter brièvement, c'est tout d'abord un point de vue sur le rôle du consommateur sur tous ces sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Le rôle tel que nous, on le perçoit, tel que parfois il est présenté aussi par les professionnels de l'agroalimentaire ou de la grande distribution. Et donc j'aborderai en fait la question du mythe du consommateur souverain dans ses choix. Puis ensuite, j'essaierai de vous donner un aperçu de la façon dont se construisent un petit peu les règles du jeu aujourd'hui. Donc du point de vue, encore une fois, d'une association de consommateurs, c'est-à-dire d'un acteur qui est impliqué directement dans l'élaboration des politiques alimentaires et dans l'élaboration des réglementations. Et puis enfin, je conclurai avec quelques perspectives et quelques pistes peut-être de réflexion. Donc tout d'abord, le mythe du consommateur souverain. Il me paraît important de revenir sur cette notion-là parce qu'en fait, nous avons des échanges très réguliers avec les acteurs publics, les politiques ou les représentants de la profession agroalimentaire. Et bien souvent, ils nous disent, mais vous savez, nous, on se contente de répondre aux besoins des consommateurs. C'est-à-dire que les produits que nous concevons, la façon dont nous les commercialisons, les modes de distribution, tout ça, c'est jamais qu'une réponse aux attentes qu'expriment les consommateurs. Et je crois que ça, c'est véritablement un mythe qu'avait dénoncé en son temps John Galbraith, qui était un économiste américain qui était d'inspiration keynésienne et qui a travaillé avec l'administration Roosevelt et qui disait « La croyance en une économie de marché où le client est roi est l'un de nos mensonges les plus envahissants. » Alors, pourquoi cette idée d'un consommateur qui serait maître de ses choix est-elle un mythe ? Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots les arguments qui permettent d'affirmer qu'il s'agit bien d'un mythe. Tout d'abord, c'est la question du choix du consommateur. En fait, j'ai essayé d'illustrer un petit peu dans quelle dynamique s'inscrit la société de consommation depuis 60 ans. En fait, on est dans une dynamique de toujours plus de choix. Et c'est perçu intuitivement comme quelque chose de positif. Avoir le choix, c'est plutôt bien, effectivement. Mais on est arrivé à une espèce d'extrémité avec l'hypermarché où, dans un hypermarché, on compte environ 30 000 références. Alors là-dedans, il y a aussi des produits non alimentaires, mais ça donne quand même des ordres de grandeur. Et par exemple, dans les années 2000, aux États-Unis, dans un hypermarché, on peut trouver 285 sortes de gâteaux, 85 parfums et marques de jus de fruits, 230 sortes de soupes, 275 variétés de céréales. Donc on voit bien qu'on arrive à une espèce de situation absurde où trop de choix tue le choix et finalement le consommateur face à ça, bien souvent il ne choisit pas vraiment parce qu'il n'a pas le temps, il ne va pas comparer les 275 variétés de céréales par exemple. Donc en fait on voit bien que déjà on est dans le mythe et qu'on est passé à une espèce d'hyper-choix qui, d'un point de vue tout simplement pratique, ne permet plus vraiment aux consommateurs de comparer et de choisir. L'illusion du choix, elle existe aussi parce que, parce qu'en fait, derrière la profusion des marques, on se rend parfois compte qu'il y a une concentration énorme des opérateurs et qu'en fait, il y a parfois un seul fabricant qui fournit des produits à différents clients qui vont simplement apposer une marque différente sur des produits qui ne sont pas si différents que ça. Vous avez donc, on a rapidement évoqué tout à l'heure le scandale de la viande de cheval qui est intervenu il y a quelques mois et bon, au-delà
de l'aspect choquant de cette affaire, ce que ça a révélé aussi, si vous voulez, c'est que un fabricant, en l'occurrence une usine du groupe Comigel qui s'appelle l'usine Tavola, qui est, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, pardon, ça m'a échappé, qui est basée au Luxembourg. Eh bien, ce site industriel, en fait, approvisionnait en lasagne toute une galaxie de professionnels de la grande distribution et du secteur des surgelés. Et donc, finalement, le consommateur qui croit acheter les lasagnes Carrefour ou les lasagnes Findus ou Aldi, finalement, il achète toujours les lasagnes Comigel qui sortent de l'usine Tavola. Alors, il y a peut-être quelques différences dans la recette, mais grosso modo, le process industriel derrière, il est le même. Donc, cette idée qu'on a le choix, elle est vraiment à relativiser de ce point de vue-là quand on connaît la réalité des filières agro-industrielles en amont. Donc ça, c'est un des arguments majeurs qui permet de dire que cette histoire que le consommateur est maître de ses choix, ça relève effectivement du mythe. Il y a un autre aspect derrière, au-delà de ça, c'est le fait que le consommateur est en situation de déséquilibre par rapport aux professionnels. Et ça, c'est un déséquilibre qui est structurel dans la relation entre l'acheteur et le vendeur d'un produit, quel que soit le produit. Le professionnel qui vend ou qui fabrique, il en sait infiniment plus que le consommateur qui achète. Donc il y a une asymétrie structurelle dans la relation entre le consommateur et le vendeur. Et facteur aggravant, bien souvent, les professionnels vont jouer de cette asymétrie d'information pour vanter les mérites de leurs produits ou parfois carrément tromper le consommateur. Donc quelques exemples rapides par rapport à ça. Vous savez qu'il y a eu, alors peut-être un petit peu moins maintenant, mais on a connu il y a quelques années un très fort engouement de l'industrie agroalimentaire pour le marketing nutrition santé. C'est-à-dire toutes les allégations, le produit est riche en calcium, il est bon pour le cholestérol, etc. On a eu un foisonnement d'allégations de ce type sur tout un tas de produits alimentaires. Donc là, j'ai simplement repris un exemple, je ne sais pas si c'est très visible. En l'occurrence, il s'agit d'une barre aux céréales et au chocolat destinée aux enfants, dans lequel, alors c'est un exemple un peu ancien, je vous expliquerai pourquoi, dans lequel le professionnel communiquait sur le fait qu'il y a du calcium et que donc le produit est bon pour la croissance osseuse, pour le développement des enfants, etc. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas particulièrement équilibré, qu'il y a pas mal de calories, beaucoup de sucre, des graisses qui sont pas des plus saines, etc. Donc on voit bien comment le professionnel mise sur le fait que le consommateur va s'attacher uniquement à un aspect du produit, il va pas trop chercher d'informations supplémentaires, et donc il va jouer sur l'asymétrie d'informations pour donner une image évidemment très favorable de l'aliment en question. Donc je vous disais que c'était un exemple ancien parce qu'il y a eu beaucoup de dérives sur ce créneau-là, et en 2006, l'Union européenne s'est décidée à réglementer ce secteur et ce créneau marketing, et donc on a eu un règlement qui encadre les allégations nutritionnelles et de santé. Pour information, donc c'était 2006, ça fait 7 ans, et le texte n'est toujours pas complètement appliqué parce que c'est particulièrement complexe et qu'il y a eu énormément de lobbying. Enfin, ça pourrait faire l'objet je pense, d'une présentation spécifique, tous les rebondissements qu'il y a eu dans la mise en œuvre de ce texte. Autre exemple, c'est un petit peu trivial, mais c'est toujours intéressant. Il y a ce qu'on vous met sur la photo et puis la réalité du produit. Donc là, c'est des plats cuisinés, des lasagnes en l'occurrence, sur la photo, et dans l'assiette, vous voyez que c'est pas tout à fait ce qu'on vous a vendu sur l'emballage. Donc ça, finalement, c'est des choses qui sont assez anciennes.
cette idée qu'il y a une asymétrie comme ça, que le consommateur risque quand même d'être floué. Et quand on regarde un petit peu l'histoire du droit, moi je suis pas juriste, mais c'est quand même intéressant, finalement, les premiers textes sur l'alimentation, les premiers textes réglementaires, c'est très très ancien. C'est la haute antiquité, il y a déjà des sanctions qui sont prévues en cas de fraude ou de mise sur le marché de denrées potentiellement dangereuses pour le consommateur. Donc il y a déjà un principe du droit alimentaire très ancien, un double principe finalement, c'est la santé du consommateur et l'honnêteté dans la relation commerciale. Et en fait, avec tout l'essor de la société de consommation, donc à partir des années, on va dire des années 50 en Europe, les pouvoirs publics ont reconnu le rôle économique du consommateur. Et c'est pas pour rien que la CLCV a 60 ans d'existence, parce que c'est en gros à ce moment-là qu'on a commencé à dire que ça serait bien qu'on ait des associations pour représenter les consommateurs et pour contribuer au débat sur comment on gère cette société de consommation qui émerge. Parallèlement à ça, on a assisté à une complexification croissante des process alimentaires, des chaînes alimentaires et des filières. Et donc, il est apparu nécessaire de mieux informer les consommateurs. Donc le double principe est devenu un triple principe, c'est santé, honnêteté et information du consommateur. Et l'information, ça apparaît à ce moment-là un petit peu comme la panacée pour rééquilibrer cette asymétrie dont je parlais, quoi. On va dire aux gens, voilà, il y a la liste des ingrédients, donc la liste des ingrédients, ça devient obligatoire, je crois, dans les années 70. Donc chacun peut savoir ce qu'il y a dans les lasagnes, etc., dans les produits. On met en place des signes de qualité, etc. Donc l'information qui est vue à travers l'étiquetage, en fait, hein, c'est l'étiquetage du produit qui va permettre aux gens de savoir ce qu'ils vont acheter. Alors, il y a toute une série donc de textes juridiques qui sont adoptés à partir de là. De plus en plus au niveau communautaire, puisque aujourd'hui on peut dire que c'est en gros 80% du droit de l'alimentation c'est défini au niveau européen, et ça devient évidemment un enjeu de lobbying, donc d'influence pour les professionnels de l'agroalimentaire et pour les représentants des consommateurs et les associations de consommateurs comme nous. Donc simplement, je voulais vous donner un petit peu une idée de ce que nous on expérimente en tant qu'acteur de ces sujets-là, en termes de lobbying, puisque en fait, il y a tout un process quand on met en place un texte. Par exemple, je vous parlais du règlement sur les allégations. Il y a des consultations des parties prenantes. Et donc, c'est des enjeux majeurs pour les professionnels notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et donc là on est vraiment dans cette question de la démocratie, comment se construisent les politiques et le cadre réglementaire et comment sont associées les parties prenantes. Donc par rapport à ça, à Bruxelles, c'est des chiffres, on trouve des chiffres assez divergents, j'ai regardé un petit peu, c'est pas des choses qui sont forcément très connues, même si maintenant il y a un registre des lobbyistes qui est devenu obligatoire à Bruxelles. Mais en gros, voilà, il y a 3000 groupes d'intérêt, là c'est tout secteur confondu, qui emploient 10 000 personnes rien qu'à Bruxelles. Et là-dedans, les ONG représentent 10% simplement des effectifs. Et les professionnels, c'est, selon les estimations disponibles, 50 à 80%. Le reste, ça va être des bureaux d'études, des agences de conseil, etc. Et donc au niveau européen, toujours pour préciser un peu les forces en présence, il y a une fédération européenne des associations de consommateurs qui s'appelle le BEUC. Donc nous sommes membres de ce bureau européen des unions de consommateurs. Mais sur l'alimentation, le BEUC, ils ont seulement trois salariés permanents, si vous voulez. Alors qu'en face, chaque secteur de l'industrie agroalimentaire a son lobby. Vous avez l'industrie laitière, le secteur de la viande, chaque filière et puis chaque entreprise, même les grosses entreprises, pas les PME, mais les grosses entreprises, Danone, ils vont avoir probablement des lobbyistes à Bruxelles. Donc ça n'a simplement rien à voir. Donc quand on parle de démocratie alimentaire, je pense que ça se joue aussi
à ce niveau-là en termes de rapport de force des différents groupes d'intérêt. Et donc, évidemment, on a perdu un certain nombre de batailles. Donc, je les ai citées rapidement, l'étiquetage nutritionnel, l'information sur les OGM, parce que de notre point de vue, on n'a pas une information forcément complète du point de vue des consommateurs. Ce que je dois dire pour être complet quand même, c'est qu'il y a une question d'équilibre des forces en présence, mais on a quand même un avantage, c'est que nous, on peut mobiliser les médias, ce qui compte beaucoup dans le processus décisionnel et dans le poids politique. Pouvoir solliciter les médias sur un dossier, c'est un atout important parce que c'est un moyen de pression. Et c'est vrai que les professionnels, ils vont avoir plus de mal à attirer l'attention des médias que nous. Juste une parenthèse quand même, il arrive sur certains dossiers que les médias jouent le jeu des professionnels. Je cite juste un exemple. En fait, nous, on a beaucoup milité pour ce qu'on appelle, c'est une disposition un peu technique, c'est les profils nutritionnels. L'idée, c'est de dire un produit ne peut revendiquer un effet nutrition, santé, que s'il est globalement équilibré. C'est-à-dire, même si vous savez que le calcium, c'est bon pour les os, eh ben, on ne va pas dire que la barre céréalière de tout à l'heure, on ne va pas lui permettre de dire qu'elle est bonne pour les os parce qu'on sait que globalement, elle n'est pas équilibrée. Donc c'est un principe de bon sens. Et ce principe, il n'est toujours pas appliqué, il est pratiquement abandonné dans les faits parce que, en fait, Ferrero, donc Ferrero, c'est un groupe italien qui commercialise le Nutella, comme vous le savez, a réussi à faire passer l'idée que cette disposition des profils nutritionnels, qui est une disposition qui est juste destinée à encadrer le marketing, Ferrero a réussi à faire passer l'idée via les médias que les profils nutritionnels allaient conduire à l'interdiction du Nutella. Donc ils ont complètement manipulé le sens juridique, enfin l'esprit de la réglementation, et ils ont du coup complètement enlisé le dossier. Et là, du coup, c'est bien par une stratégie de communication très très habile et grâce au jeu des médias qu'ils ont réussi à faire basculer le débat en leur faveur. Donc, mais globalement, quand même, les médias, c'est pour nous un instrument très important pour mobiliser l'opinion et faire valoir nos arguments. Donc voilà, ça c'est quelques éléments rapides sur comment ça se passe aujourd'hui concrètement, cette démocratie alimentaire, en tout cas du point de vue des consommateurs. Et puis simplement, je voulais revenir sur, je vous disais tout à l'heure, les trois principes, santé, honnêteté, information. Une des vraies questions qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que l'information via l'étiquetage, en tout cas, est-ce que c'est vraiment la réponse à tous ces sujets qu'on est en train de se poser sur faire progresser l'alimentation sur le plan de l'environnement, sur le plan de la santé, sur une meilleure prise en compte des questions sociales, etc. Est-ce que c'est vraiment par l'information du consommateur sur l'étiquetage qu'on va y arriver ? Alors, la question derrière ça, c'est est-ce que quand vous faites vos courses, vous pensez réellement que vous allez pouvoir arbitrer sur tous ces aspects-là ? Parce qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à la façon dont les consommateurs choisissent au moment des courses, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Il y a d'abord le prix et le pouvoir d'achat, ça c'est une réalité. Ensuite, vous avez évidemment la publicité, le marketing, les préférences qui viennent de votre histoire, de votre rapport à l'alimentation, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a l'idée que vous faites de la qualité. En plus, vous n'êtes pas forcément expert sur tous les sujets. Donc, même si on vous donne l'information nutritionnelle, vous n'allez pas toujours savoir ce que ça veut dire. Si on vous donne l'information sur l'environnement, ça va être aussi une usine à gaz, parce qu'il va falloir vous dire, ah oui, alors sur l'eau, ça fait ça, mais sur les gaz à effet de serre, ça fait plutôt ça, donc ça va dans l'autre sens. Et puis, si on vous met le social en plus, c'est-à-dire, imaginons qu'il y a un indicateur sur l'impact social du produit, ça devient, concrètement, je pense que ça devient ingérable. Et donc, cette idée que c'est le consommateur qui va arbitrer
quand il est dans les rayons face aux 250 sortes de céréales, je pense que tout simplement c'est une illusion. Et c'est probablement pas là qu'on va... Enfin, c'est probablement pas par ce levier-là qu'on va réussir à faire changer les modes de consommation et encore moins tous les modes de production qu'il y a derrière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se contenter d'une opacité sur la façon dont sont faits les produits? C'est pas ça non plus, parce que la transparence, évidemment qu'on en a besoin. Mais ce que je pense, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est que l'information soit accessible. C'est ça la transparence. La transparence, ça ne veut pas forcément dire que chacun d'entre nous va aller tout regarder au moment où il choisit son paquet de gâteaux. Mais ça veut dire, je sais que quelque part l'information, elle est là, et je sais que des gens qui sont des experts, des autorités indépendantes, des associations de consommateurs, des militants, des journalistes, je sais que tous ces acteurs-là, ils peuvent accéder à l'information, ils peuvent retracer toute l'histoire du produit, son origine, ses conditions de production, parce que ça, ce sont des contre-pouvoirs et ça rééquilibre le rapport de force et la symétrie dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un levier démocratique, en fait. Donc, c'est pas forcément tout mettre sur l'étiquette parce que c'est pas gérable, que c'est une illusion, mais c'est donner l'accès à l'information pour que des acteurs, si vous voulez le faire individuellement, pourquoi pas, mais c'est permettre à tous ceux qui veulent le faire de pouvoir le faire. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, il y a quand même, je pense, des perspectives qui sont intéressantes par rapport à ça. Tout d'abord parce qu'on l'a dit, on perçoit, et les professionnels le perçoivent aussi, on perçoit que les attentes ont changé malgré tout. Alors c'est vrai que tous les circuits courts ne sont pas florissants, c'est vrai que c'est compliqué, qu'il y a plein de questions qui se posent, c'est pas parce que c'est circuit court que c'est mieux sur le plan de l'environnement, etc. Enfin, c'est compliqué. Mais on voit bien qu'il y a des questions qui émergent, il y a des nouvelles attentes, il y a une attention inédite sur ces sujets-là. Enfin, si vous regardez la presse, la télévision, tous les médias, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas quelque chose sur l'alimentation, un documentaire, la une d'un grand magazine, etc. Donc, il y a une vraie préoccupation des consommateurs, des médias sur ces sujets-là, et forcément, les professionnels en tiennent compte, et comme vous le disiez, madame, c'est pas un hasard si dans la grande distribution, on commence à trouver du circuit court aussi, quoi. Un autre élément qui peut changer la donne, je pense quand même que c'est les nouvelles technologies. Parce qu'on voit sur le web, il y a quand même beaucoup de prises de parole de consommateurs. Alors il y a de tout, hein, il y a des choses intéressantes, des choses pas crédibles, il y a un peu de tout. Mais il y a des prises de parole qui sont pas inintéressantes. J'ai mis deux exemples pour illustrer ça. Là, vous avez peut-être vu il y a 15 jours un documentaire assez édifiant sur l'élevage des saumons. Eh bien, il y a une pétition qui s'est lancée en ligne pour que les pouvoirs publics disent ce qu'il en est vraiment de la qualité de ces saumons. Donc ça, c'est Internet. J'ai mis un petit détournement suite au scandale des lasagnes. Donc c'est Martine aime les lasagnes, et il y en a eu énormément sur le web, et ça a fait fureur via Facebook, des gens qui ont étrié, si vous voulez, les marques de l'agroalimentaire spontanément, qui ont fait des détournements sur le mode humoristique, et ça il y a eu une vraie audience autour de ça, et c'était spontané. C'est les consommateurs spontanément qui ont tourné le truc en dérision. Et quelque part, ça aussi, c'est un contre-pouvoir. Et c'est grâce aux nouvelles technologies. Un autre rapport, c'est des aides aussi à la décision, parce qu'on a vu que c'était effroyablement compliqué. Donc maintenant, vous pouvez techniquement, avec votre smartphone, scanner un code barre, et il y a des applications qui vous donnent des notations un peu synthétiques du produit. Alors, il faut être très prudent parce que c'est pas du tout encadré, ça pour le coup, et chacun peut proposer son algorithme maison pour dire ça c'est mieux que ça. Et donc c'est quand même
pour l'instant, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'est quand même quelque chose qui met la pression aussi sur les professionnels, parce que l'idée que le consommateur il va pouvoir avoir un service pour évaluer la qualité globale d'un produit, un service autre que l'information brute donnée par le professionnel, c'est quand même quelque chose de nouveau dans le paysage. Et puis il y a quelque chose qui est incontournable, c'est un climat de méfiance. Donc là, il y a pas mal d'enquêtes d'opinion qui sont régulièrement menées. Et aujourd'hui, bon, c'est forcément lié au scandale récent, mais en tendance, c'est quand même très inquiétant, je pense, pour l'industrie agroalimentaire. 28% des consommateurs, seulement 28% des consommateurs pensent que l'industrie agroalimentaire contribue à la qualité des produits. Et c'est seulement 16% pour la grande distribution. Donc moi, je pense que aujourd'hui, on est quand même dans un moment un peu charnière, parce que je pense qu'un professionnel de l'industrie agroalimentaire ne peut pas raisonnablement penser que ça peut continuer comme ça. On ne peut pas faire un business florissant, même si tout simplement du point de vue économique, dans un contexte où 72% des gens ont un doute sur ce que vous mettez sur le marché. Donc là, il y a un vrai problème, je pense, pour les filières. Et je pense qu'aujourd'hui, le souci, c'est que les professionnels sont simplement dans la crispation par rapport à ça. Et ils refusent pour l'instant de reconnaître qu'il y a des choses à améliorer et qu'il faut jouer le jeu de la transparence et commencer peut-être à faire évoluer des pratiques. On est un peu dans une posture du déni. Ça prendra peut-être du temps, mais je pense que on ne peut pas en rester là compte tenu de ces chiffres. Voilà, donc je n'ai pas énoncé de principe pour une démocratie alimentaire, mais je pense que cette idée de transparence, c'est quelque chose d'important et d'un débat probablement plus équilibré entre l'ensemble des acteurs. Voilà, je vous remercie.